quand vous avez quitté Phnom Penh, avez-vous vu si les gens sont revenus dans la ville pour aller récupérer d'autres membres de leur famille et, le cas échéant, que leur est-il arrivé? Réponse. Après avoir dépassé le pont de Stongmenche et le marché, j'ai vu 3 personnes qui allaient dans l'autre direction. Ils ont dit qu'ils retournaient dans la capitale car ils n'avaient pas pris l'argent ou leurs enfants. Et donc, ils ont demandé à pouvoir rentrer à Phnom Penh pour aller chercher cette famille. Mais on les en a empêchés. Les soldats Khmer Rouge les en ont empêchés et ne leur ont pas permis de retourner dans la ville. Et on les ont même menacés d'ailleurs. Ils leur ont dit, si vous franchissez cette ligne, on vous tuera. Ils avaient très peur. En effet, tout le monde avait peur de mourir et donc n'ont pas osé désobéir et ne sont pas retournés dans la capitale. Question. Combien de temps cela vous a-t-il pris pour aller de chez vous à cet endroit, à Stongmenche? Réponse. Nous sommes partis vers 15 heures et nous sommes arrivés à Stongmenche. Il faisait déjà nuit. La nuit est tombée lorsque nous sommes arrivés à Stongmenche. Nous y avons d'ailleurs passé la nuit, sur le bord de la route. Certains ont dormi sur les étals du marché et il n'y avait pas de véhicules sur la route, seulement des gens qui dormaient. Question. À part quitter la ville pour 3 jours, les annonces par haut-parleur vous ont-elles dit autre chose? Vous ont-ils dit d'aller, par exemple, dans votre village natal ou d'emprunter la direction que vous préfériez? Réponse. Quelques kilomètres après Stongmenche, avant d'arriver à Chamkar Dong, j'ai entendu par haut-parleur que l'on permettrait aux gens de rentrer dans leur village natal s'ils le souhaitaient, mais qu'ils n'avaient pas le droit de revenir en arrière. Ils devaient aller vers l'avant et trouver le chemin de leur village. Nous avons aussi entendu qu'après 3 jours, les gens auraient le droit de revenir dans la capitale. Particulièrement ceux qui étaient d'anciens soldats ou fonctionnaires, des enseignants, les médecins. Car on avait besoin de ces gens pour travailler à Phnom Penh, après avoir réorganisé la ville. Ils nous ont dit que l'on permettrait à ces gens de rentrer, mais qu'il fallait... Ils devaient s'enregistrer sur la liste. À ce moment-là, mon père n'a pas réussi à enregistrer son nom, mais nous avons vu que beaucoup de gens venaient s'enregistrer car ils espéraient pouvoir rentrer à Phnom Penh. Et les Khmer Rouges ont choisi un endroit où l'on pouvait inscrire les noms des gens sur une liste et les gens pouvaient venir se déclarer. Car ils avaient peur que leur nom ne soit pas inscrit à temps et qu'ils n'aient pas le droit de rentrer à Phnom Penh après 3 jours. Question. Ces gens qui ont inscrit leur nom sur la liste, avez-vous remarqué s'ils ont été séparés du reste du groupe et envoyés ailleurs? Réponse. Ceux qui se sont inscrits n'ont pas poursuivi leur chemin comme nous. Un autre groupe les a emmenés. Ils ont dit aux membres de leur famille de continuer le chemin et qu'ils
ils iraient les chercher une fois qu'ils avaient récupéré leur emploi à Phnom Penh. Et on dit donc, n'allez pas bien loin de la périphérie de Phnom Penh. Mais eux n'ont pas eu le droit de continuer avec nous. Les soldats Khmer Rouges les ont mis dans un autre groupe. C'est tout ce que j'ai observé. Question. Ces gens qui se sont inscrits, étaient-ils des fonctionnaires, des soldats, étaient-ils des médecins, des enseignants? Que voulaient les soldats Khmer Rouges? Cherchaient-ils à obtenir du personnel pour un ministère en particulier? Réponse. D'après ce que j'ai appris venant des membres de ma famille dont les noms n'avaient pas été inscrits ou dont les maris avaient inscrit leur nom, la plupart étaient des enseignants, des professeurs, et dans une famille, l'épouse a dit que son mari était un chauffeur, mais en fait, il a menti et dit qu'il était un enseignant pour pouvoir rentrer à Phnom Penh. Donc je peux dire que les personnes qui se sont inscrites étaient tous des fonctionnaires de l'Ancien Régime. Merci. Question. Pendant le trajet, est-ce que les Khmers Rouges vous ont fourni de la nourriture et des médicaments à vous, les membres de votre famille et les autres citadins qui quittaient la ville? Réponse. Pendant notre trajet, au cours de l'évacuation, les soldats Khmer Rouges ne nous donnaient ni nourriture, ni eau, ni abri. Nous sommes partis sans avoir emmené avec nous suffisamment de nourriture ou d'affaires personnelles. Et donc le soir, lorsque nous sommes arrivés, à une étape, nous avons utilisé du tissu pour couvrir le sol. Nous sommes arrêtés simplement pour nous reposer. Et la nourriture que nous avions emmenée pour 3 jours avait pratiquement disparu. On ne faisait plus du riz, on faisait de la bouillie de riz afin de pouvoir, ou du gruau afin de pouvoir économiser les rations. Pas de médicaments, pas d'eau, pas d'abri fournis par les soldats Khmer Rouges. Question. Le long du chemin, comme beaucoup des membres de votre famille étaient des fonctionnaires, est-ce que certains des membres de votre famille ont essayé de ne pas aller très vite de manière à pouvoir entrer à Phnom Penh au bout de 3 jours? Réponse. Les membres de ma famille, en fait, se sont déplacés à pied lentement. On attendait mon père et mes frères et sœurs pour qu'ils puissent nous rattraper. Mais pendant cette période de 3 jours, on ne les a pas vus et personne ne nous a dit au bout de 3 jours que nous pouvions rentrer. On nous a simplement dit qu'il fallait continuer à nous déplacer et que nous serions accueillis par l'ANCAR. À ce moment-là, nous ne savions pas ce qu'était l'ANCAR. Nous pensions que c'était peut-être une organisation non gouvernementale qui pourrait nous aider. Lorsque nous sommes arrivés à Chumkadong, nous nous sommes reposés 4 à 5 jours. Mais l'espoir de retour à Phnom Penh au bout de 3 jours s'était évanoui. Question. Avez-vous pu observer quelle était l'attitude des soldats Khmer Rouges
Donc, il voulait vous pousser pour que vous continuiez votre chemin, ou est-ce qu'il essayait de vous faire rester dans un endroit précis? Réponse. Les soldats Khmer rouges ne nous permettaient pas de rester sur place. Ils continuaient à nous pousser systématiquement pour aller plus loin. Et à un autre moment pendant notre périple, bien que j'ai été relativement pauvre à Phnom Penh, je n'avais jamais manqué de nourriture. Et donc, en fait, au cours de cette période, j'ai eu une rechute après que mon bébé soit né. Je n'avais plus de lait maternel, je n'avais pas de médicaments, je n'avais pas non plus de lait à lui donner. Je ne pouvais lui donner que de l'eau. Et malheureusement, mon bébé est mort en cours d'évacuation. Et je ne savais même pas quoi faire du corps de mon bébé. On m'a dit de l'enterrer dans la forêt, comme si c'était un animal. Et ça, c'est la première fois que j'avais accouché. Je m'étais marié en 1975 et mon bébé est mort. Bien sûr, si j'avais vécu à Phnom Penh, j'aurais eu les moyens d'élever mon bébé, mais j'ai été obligé d'évacuer alors que je venais tout juste d'accoucher. Question. Pendant le trajet, après le décès de votre bébé, est-ce que des cadres Khmer Rouges ou des soldats Khmer Rouges ont confisqué vos effets personnels ou ce qui vous appartenait? Réponse. Un peu plus loin, après avoir quitté Chimkadong, et je ne connaissais pas bien la région où nous étions, nous sommes arrivés à un point de contrôle, un barrage. Nous avons été fouillés et ils nous ont dit qu'il fallait abandonner tous nos effets personnels sur place. Nous avons donc laissé tout ce qui nous appartenait à la demande de l'ANCAR. Et si on essayait de conserver ces effets personnels, on serait considéré comme étant des féodaux, on serait accusé d'être des ennemis de l'ANCAR. Donc nous avions des vêtements et puis des médicaments que nous avons essayé de cacher, de dissimuler, mais ils les ont vus, nous les ont pris. Ils ont dit que ces médicaments appartenaient aux traîtres et qu'il ne fallait pas les utiliser. En fait, je n'ai réussi à conserver qu'un seul comprimé dans la manche de mon corsage. Mais s'ils avaient déroulé ma manche de corsage, ils l'auraient trouvé. Donc, en fait, ils nous ont pris absolument tout, les vêtements, l'or. Ils ont dit que l'or n'avait plus de valeur ni d'usage et qu'il fallait le donner à l'ANCAR. Question. Au fur et à mesure de votre voyage, combien de jours finalement vous a-t-il fallu avant d'arriver au prochain village? Réponse. Je ne peux pas vous dire combien de jours après notre départ de Chemkadong, mais après avoir été dépossédés de tout ce que nous avions, de l'or et des médicaments, 1 kilomètre plus loin, on nous a dit que l'argent n'avait plus cours. Et donc, les personnes qui étaient riches, qui étaient parties avec des sacs remplis d'argent, se sont évanouies.
par la déception. Mais quant à nous, nous n'avions pas beaucoup d'argent liquide. À ce moment-là, ils ont rassemblé tout l'argent liquide et l'ont brûlé. À ce moment-là, on s'est dit qu'on allait mourir parce que tout ce qui nous restait, c'était l'argent. Et ils ont tout brûlé, donc nous n'avions plus aucun moyen d'acheter de la nourriture ou quoi que ce soit. Et donc, nous nous sommes dit que l'avenir était lourd de conséquences. C'est ce que nous avons pensé lorsque nous avons été dépossédés de tous nos biens, de notre argent, et je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que nous arrivions au village de Trop. Question. Après votre départ de Chomkadong et jusqu'au moment où vous êtes arrivé au village de Trop, avez-vous été réunis avec le reste de votre famille et votre père? Réponse. Mon père et mon mari, en fait, nous ont retrouvés à Chomkadong et nous sommes restés ensemble suivant les instructions de l'ANCAR dans la direction qu'ils nous ont indiquée jusqu'à ce que nous arrivions au village de Prétrop. Question. Quelle était la distance entre les villages de Prétrop et Phnom Penh? Et une fois arrivé au village de Prétrop, est-ce que les cadres Khmer Rouge de Prétrop vous ont accueillis chaleureusement? Réponse. Le chef de la coopérative de Prétrop, comme nous étions les gens nouvellement évacués, il n'a rien dit. Il nous a simplement répartis entre différentes maisons pour l'hébergement. Il y avait le chef de village, des miliciens qui nous ont ordonné de nous répartir en différents groupes et nous ont assignés dans différentes maisons. Mais je ne connaissais pas le nom du chef de la, je ne connais pas le nom du chef de la coopérative. Question. Lors de votre séjour au village de Prétrop, est-ce que vous vous êtes porté volontaire pour vous y rendre ou est-ce que ce sont les soldats Khmer Rouge qui vous ont ordonné de vous rendre dans ce village? Réponse. Cette destination a été décidée par les soldats Khmer Rouge. Nous, les évacués, nous ne savions pas où il fallait aller. Et les soldats Khmer Rouges nous ont dit, ça c'est le village de Prétrop et il fallait que nous tous et les camarades restent sur place. Et l'ANCAR, à ce moment-là, allait réorganiser le site et nous pourrions continuer. Mais en attendant cela, il fallait rester au village de Prétrop et nous ne connaissions pas du tout ce lieu et nous n'avions aucun droit de protestation ou de contestation. Question. Pouvez-vous détailler plus avant, lorsque vous avez quitté Phnom Penh jusqu'au moment où vous êtes arrivé au village de Prétrop, avez-vous vu s'il y avait des pagodes le long du chemin? Avez-vous pu constater ou observer s'il y avait des moines dans les pagodes? Non, sur la route, je n'ai vu aucun moine et certainement aucun dans les pagodas devant lesquelles nous sommes passés. Tout était extrêmement silencieux et nous nous demandions ce qui s'était passé. Pour mon enfant, lorsqu'il est mort, j'ai cherché un moine qui pourrait prier pour son âme, mais il n'y avait personne dans les pagodes. Question. Est-ce que certaines des personnes évacuées se sont arrêtées pour se reposer dans les pagodes où il n'y avait plus de moines? Réponse. Dans les pagodes le long du chemin,
il y avait des personnes effectivement qui se reposaient parce que les pauses de repos étaient décidées, si on était près d'une pagode, on s'y rendait, mais on n'avait pas le droit de déambuler. Même si l'on se reposait dans une pagode, nous étions sous la surveillance de gens armés. Question, lorsque vous êtes arrivé au village de Pretrop, en premier lieu, on vous a assigné des locaux avec le peuple de base. Est-ce que vous avez été enregistré là? Est-ce que l'on vous a demandé quelle était votre profession? Réponse. Lorsque nous sommes arrivés au village de Pretrop, au bout d'à peu près une semaine, plus ou moins, une réunion a été organisée. Lors de cette réunion, tous les gens du 17 avril qui étaient logés avec le peuple de base ont été convoqués à la réunion. On nous a demandé s'il y avait des soldats parmi nous venant de Phnom Penh, s'il y avait des étudiants ou des intellectuels dans nos rangs. Et chacun d'entre nous s'est vu poser ces questions et certains d'entre nous qui travaillaient ont été inscrits comme personnes salariées. Et comme je l'ai dit auparavant, il y a eu ce barrage avec un poste de contrôle où on a posé des questions aux gens. Et à ce moment-là, lors de la réunion, lorsqu'on a posé des questions, mon père n'y a pas participé parce qu'il était malade. Mais en fait, nous ne leur avons pas dit que nous avions du travail. Nous avons demandé si on était chinois ou vietnamiens parce que nous avions la peau claire. Nous avons dit non, nous sommes des Khmers. D'autres personnes ont dit qu'ils travaillaient au ministère de l'Intérieur ou qu'ils étaient des soldats ou qu'ils étaient fonctionnaires dans un ministère donné. L'un de mes oncles, qui n'était pas un soldat, en fait, il travaillait, était employé au Palais Royal. Mais il avait un neveu qui était soldat. Et il a dit, je ne voulais pas leur dire que je travaillais au Palais Royal. J'aurais dit que j'étais soldat afin de pouvoir rejoindre mon neveu. Je lui ai dit de ne pas dire cela parce qu'il ne savait pas se servir d'une arme. Mais il a dit ça n'est pas grave. Son neveu allait lui apprendre à manier une arme. Donc ils ont déterminé, suite à ces dires, qu'il était un soldat. Et un de mes cousins s'était également fait passer pour un soldat. Et on lui a demandé s'il voulait rejoindre l'Ankara. Il a dit oui. Alors je ne sais pas combien de personnes ont effectivement inscrit leur nom parce que ce n'est pas le cas que toutes les personnes de Pretrop uniquement ont inscrit leur nom. Il y avait des gens venant d'autres villages qui l'ont fait. Certaines de ces personnes qui venaient s'inscrire ont dit qu'il leur avait fallu 3 jours pour s'inscrire et que le nombre total de personnes qui s'étaient inscrites était de 60. Et ils ont arrêté, au bout de 3 jours, ils ont arrêté de procéder à cet enregistrement. Question. Savez-vous ce qui est advenu des 60 personnes qui se sont inscrites? Réponse. Ces 60 personnes qui ont inscrit leur nom, après cette inscription, on leur a dit de rester sur place et qu'un camion viendrait les chercher pour les ramener à Phnom Penh pour reprendre leurs activités antérieures. Donc en fait, ces personnes ont attendu, n'étaient pas attachées, n'étaient pas surprises. 2 jours plus tard, le camion militaire est arrivé dans le village. Ils ont monté un haut-parleur sur le toit du camion
Et lorsque l'annonce a été faite par haut-parleur, je suis venu vérifier. Ils ont indiqué que le camion n'allait transporter que les personnes qui s'étaient inscrites pour qu'elles puissent revenir à Phnom Penh parce que Phnom Penh avait déjà été réorganisé. Ils ont donc procédé à l'appel des noms qui figuraient sur la liste des inscrits et le camion est parti. Et je ne sais pas ce qu'il est advenu de ces personnes. Un peu plus tard, un autre camion est venu. D'autres noms ont été appelés. Les personnes se sont embarquées dans le camion et le camion est parti. Et mon père qui possédait une radio et qui écoutaient la radio au sujet de la CIA et d'autres événements, ils ont sans doute dû se rendre compte qu'il avait une radio. Et donc, ma famille a été rassemblée et ils ont dit que, bien que ma famille ne soit pas inscrite, celle-ci pouvait partir avec notre Lambretta. Le problème, c'est que le Lambretta de mon père n'avait plus d'essence. Ils ont versé un demi-litre d'essence dans le Lambretta et on nous a dit de suivre le camion pour regagner Phnom Penh. C'est ce qu'on nous a dit. Et à ce moment-là, on ne savait pas ce qui allait nous arriver. Nous avons donc rassemblé tous les membres de la famille. Nous avons pris le Lambretta et nous avons suivi le camion. À peu près à mi-chemin, on est tombé en panne d'essence. Et donc, on s'est assis, on a attendu dans le Lambretta. On a vu que le camion qui était parti est revenu. On nous a demandé pourquoi on n'était pas allé plus loin. On leur a dit qu'on était tombé en panne d'essence avec le Lambretta. On nous a dit de ne pas bouger, qu'ils reviendraient pour aller chercher 3 autres familles au village et qu'ils remorqueraient notre Lambretta. Donc, nous avons attendu. Heureusement, nous avons vu un homme, je crois qu'il appartenait au peuple de base, il était dans une charrette à cheval, il nous a posé des questions, nous a demandé ce que nous attendions, nous avons dit que nous attendions un camion qui allait chercher 3 autres familles au village pour rentrer à Phnom Penh. Il a regardé à droite et à gauche, puis il a murmuré à mon père qu'il faudrait que l'on disparaisse, car ces personnes n'étaient pas renvoyées à Phnom Penh, mais qu'elles étaient tuées. À ce moment-là, il nous a donné des petits gâteaux de riz et nous a dit de prendre la fuite. Mais mon père a dit, mais où pouvons-nous nous enfuir, car nous ne connaissons pas la région. À ce moment-là, il nous a indiqué la direction que nous devions prendre afin de ne rencontrer aucun soldat. Nous avions peur. Nous n'avons pris avec nous que quelques effets personnels et nous nous sommes enfuis parce que nous avions peur d'être tués si l'on nous voyait. Nous nous sommes donc enfuis. Presque jusqu'à minuit. Nous sommes arrivés au bord d'un lac dont je ne connaissais pas le nom. À ce moment-là, mon père a dit que l'eau était profonde, qu'on ne pouvait pas le traverser. Nous avions des enfants en bas âge, la mère qui était âgée. Il nous a dit d'attendre, qu'il allait traverser la rivière avec les 2 enfants. Une question, Madame, la partie civile, tâchez de vous exprimer lentement afin que l'interprète puisse pleinement interpréter votre intervention. La partie civile, lorsque nous sommes arrivés au lac de Nedapramroy, ma famille n'était pas en mesure de traverser le lac. Il a fallu le traverser chacun son tour.
Et donc, un de mes petits frères était accroché au cou de mon père, un autre sur son dos. Mon père a fait traverser sa nièce, ma sœur portait 2 de ses enfants, mais moi j'avais peur de l'eau parce que je n'avais jamais été dans l'eau avant. J'ai donc attendu avec ma grand-mère. Juste avant que mon père et mon mari ne commencent à traverser le lac, nous avons vu des lampes torches avec des gens qui criaient qu'il y avait des gens au bord du lac et qu'il fallait vérifier. Nous avons entendu des coups de feu sporadiques et nous voyons les lampes torches à droite et à gauche autour du lac. Mon père a dit qu'il fallait partir et qu'il fallait que je me cache avec ma grand-mère. Puis mon mari a réussi à nous dissimuler dans les buissons. À ce moment-là, ayant entendu les coups de feu, ma grand-mère, qui avait plus de 70 ans, est tombée en état de choc et malheureusement elle est décédée. Nous ne pouvions pas la laisser à l'air libre. Nous l'avons donc traînée jusqu'à un endroit proche de la berge du lac. Et mon mari et les autres ont traversé la rivière pendant que moi j'étais dissimulé. À ce moment-là, j'étais tellement choqué que je me suis évanoui près du corps de ma grand-mère décédée. Je ne savais pas ce qui était advenu de mon père et de mon grand-père et des autres qui avaient traversé le lac. Vers 2 heures du matin, j'ai été réveillé par la rosée. C'est à ce moment-là que mon mari est revenu, a dit que les autres membres de la famille étaient revenus, qu'ils n'avaient pas réussi à traverser le lac, que si on essayait de traverser le lac, on serait tué, qu'il fallait donc faire demi-tour. À ce moment-là, le corps de ma grand-mère est resté dans les buissons. Mon mari et moi-même, nous avons rebroussé chemin à travers la forêt. Merci. Question. Après avoir laissé derrière vous le corps de votre grand-mère décédée, où êtes-vous allé? Et essayez de répondre brièvement et de manière précise à la question. Réponse. Lorsque nous avons abandonné le corps de ma grand-mère décédée, nous ne nous sommes déplacés que la nuit. Nous avons marché pendant 7 nuits, et j'avais des égratignures partout parce que nous marchions dans le sous-bois et je devais aller à Compongspeu, à Bénéché, qui était le village natal de mon beau-père. Mon beau-père était la meilleure, était une personne connue dans le village et nous espérions que nous serions en sécurité lorsqu'on y arriverait. Nous avons donc traversé pendant 7 nuits consécutives la forêt, n'ayant rien à manger si ce n'est des fruits sauvages, des feuilles des arbres, et nous avons bu de l'eau dans les cours d'eau. Nous avons marché jusqu'au village de Prekrenam, dans le district de Prekosai, dans la province de Kompongspeu. Et lorsque nous sommes arrivés au village, mon mari ne voulait pas que je rentre dans le village. Il m'a dit de me cacher dans la forêt et qu'il irait avec mon père. Peu de temps après, il est revenu avec un tissu noir et un foulard rouge et il m'a emmené pour rencontrer son père à son domicile. Question. Pouvez-vous nous donner le nom du village et nous dire combien de temps vous êtes resté dans ce village? Réponse. Le nom du village était Prekrolan, sous-district de Popey, district de Kompisai, province de Kompongspeu.
Je n'y suis resté que 5 jours. La raison pour laquelle nous y avons passé 5 jours, c'est que l'ANCAR cherchait les personnes du 17 avril. Ils ont fouillé le village. Ils ont dressé la liste de toutes les personnes du 17 avril. Et mon beau-père m'a dissimulé dans une moustiquaire. Il nous a donné à manger lorsque nous étions dissimulés dans ces moustiquaires. Et après un certain temps, il nous a dit qu'il ne pouvait plus nous aider. Donc, après 5 jours, nous sommes présentés au Khmer Rouge de l'ANCAR. Nous avons dit que nous étions des évacués de Phnom Penh et que nous étions restés à la maison de Lang Mai sans dire qu'il s'agissait de mon beau-père et que nous irions là où l'ANCAR voulait que nous nous rendions. Question. Et après que vous ayez dit cela au Khmer Rouge, où vous ont-ils emmené? Réponse. Après avoir appris que nous étions dès 17 avril, les Khmer Rouges ont organisé... Enfin, nous ont tous mis au même endroit, puis nous ont transférés à la montagne de Snok, dans la province de Kampong Speu. Ils nous ont dit que nous faisions partie du peuple du 17 avril et pour que l'ANCAR nous fasse confiance, on devait nous y rééduquer. Après y avoir été rééduqués, l'ANCAR nous reconnaîtrait et nous permettrait de continuer à travailler. Le président. Merci maître et merci madame la partie civile. Le moment est venu de prendre la pause matinale. Nous allons donc interrompre les débats pendant 20 minutes et nous reprendrons l'audience à 11h10. La Chambre demande à l'huissier d'audience de bien vouloir apporter son soutien à la partie civile pendant la pause. L'audience est suspendue.